Exercice 2. On réalise le circuit schématisé ci-contre, celui-là. Le condensateur de capacité C égale 15 microfarad est préalablement chargé à l'aide d'un générateur idéal de tension continue. C'est lorsque l'interrupteur est en position 1. Il se décharge ensuite à travers un circuit comportant une bobine d'inductance L égale 1 Henry et de résistance R. C'est lorsque l'interrupteur est en position 2. Première partie de l'exercice. Un dispositif d'acquisition relié à un ordinateur permet de suivre pendant la décharge d'une part l'évolution au cours du temps de la tension UC au bord du condensateur, c'est la courbe en vert, et d'autre part celle de l'intensité I du courant, la courbe en rouge. Petit a, les oscillations sont-elles libres ou entretenues? Sans calcul, justifiez la réponse. En voyant le graphe de UC aux bornes du condensateur au cours du temps, on voit que l'amplitude des oscillations diminue, donc il n'y a pas d'entretien. Donc les oscillations ne sont pas entretenues. Ce sont seulement des oscillations libres amorties. Les oscillations sont libres car il y a amortissement des oscillations. N'oublions pas que le but de l'entretien des oscillations, c'est de ne plus avoir d'amortissement. Alors, tant qu'il y a amortissement, les oscillations ne sont pas entretenues. Petit b, déterminer à partir des courbes la valeur de la pseudo-période t des oscillations. Donc, les deux courbes, que ce soit celle de UC ou bien de I, elles ont la même pseudo-période. Alors maintenant, si je choisis la courbe de UC pour déterminer la période, je pars de ce maximum jusqu'au deuxième maximum pour avoir une étude exacte ou bien une lecture exacte. J'ai ici deux pseudo-périodes qui valent 50 millisecondes. Graphiquement, deux pseudo-périodes est égal à 50 millisecondes. Donc, t égale 25 millisecondes. Donc, à partir du premier maximum au troisième ici, c'est deux pseudo-périodes. Il faut toujours favoriser un nombre de périodes pour avoir une lecture exacte. Petit c, établir la relation entre l'intensité I du courant et la tension UC au bord du condensateur en respectant la convention indiquée sur le schéma. Sur le schéma, on a la convention récepteur pour le condensateur. En convention récepteur, on a I égale dQ sur dt. Et on sait que Q égale CU. Donc, le I sera égal à C dUC sur dt. Donc, ceci, c'est l'expression de I en fonction de C et de dUC sur dt. La question D. Entre les instants TA et TB, le condensateur se charge-t-il ou se décharge-t-il? Justifiez la réponse. Pour déterminer l'état du condensateur entre les instants TA et TB, ceci c'est l'instant TA. Je constate qu'à l'instant TA, UC est maximal et à l'instant TB, UC est nul. Donc entre les instants TA et TB, UC diminue jusqu'à s'annuler. Donc, le condensateur se décharge entre les instants TA et TB. Entre TA et TB, UC est décroissante. Donc, le condensateur se décharge. La question petite e, à partir de la courbe traduisant UC et en utilisant la relation de la question 1C, retrouvez la valeur de I à l'instant TA et le sens réel de circulation du courant entre TA et TB. Donc, je vais utiliser la courbe en vert ici, c'est la courbe du UC. Et en utilisant la relation établie en 1C, c'est-à-dire I égale C dUC sur dt, on doit retrouver la valeur de I à l'instant TA. Donc, on constate qu'à l'instant TA, UC est maximale. Donc, ce point, il y a une tangente
horizontale. Donc, la dérivée de UC en ce point, elle est nulle. Donc, je vais écrire en TA, UC est maximale. Donc, la dérivée de UC à cet instant, elle est égale à 0. Or, I, c'est C fois DUC sur DT. C'est le résultat de la question 1C. Donc, ceci aussi est égal à 0. Donc, l'intensité du courant à l'instant TA est nulle. On peut aussi confirmer ce résultat, mais ce n'est pas demandé dans le texte de l'exercice. C'est qu'à l'instant TA, le courant est nul. La courbe en rouge passe par 0, ce qui confirme le résultat déjà trouvé. Donc, pour nous, on nous a demandé d'utiliser la courbe et d'utiliser la relation de 1C. La courbe est maximale à l'instant TA. La dérivée à cet instant est nulle, donc le courant aussi est nul. Maintenant, entre l'instant TA et TB, on voit que UC elle est décroissante. Donc, sa dérivée elle est négative. Donc, le signe de I est aussi négatif. Donc, lorsque T appartient à l'intervalle TA-TB, UC est décroissante. Donc, le signe de la dérivée d'UC sur dt est négatif. Et puisque I égale à 7 d'UC sur dt, lui aussi, elle est négatif. Puisque le signe de I est négatif, cela veut dire que le sens réel de la circulation du courant, c'est le sens opposé à l'orientation du circuit. C'est-à-dire ici dans le texte, le sens du courant, c'est l'inverse de cette flèche. Donc le courant circule dans le sens opposé à celui de l'orientation du circuit. La suite de l'exercice 2. On souhaite étudier l'énergie totale E de l'oscillateur électrique. Cette énergie est la somme de l'énergie E condensateur stockée dans le condensateur et de l'énergie E bobine emmagasinée dans la bobine. Le logiciel utilisé peut calculer à partir des mesures les valeurs de ces trois énergies et fournir les courbes donnant leur variation au cours du temps. Petit a, on a appelé l'expression de E condensateur et E bobine. L'expression de E condensateur, c'est E condensateur égale 1 demi CUC au carré. C'est ce qu'on appelait dans le cours E électrique. On peut l'écrire aussi E condensateur égale 1 demi Q au carré sur C. L'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est l'énergie magnétique. Sa relation, c'est 1 demi LI au carré. Petit b, l'origine des dates étant le même pour toutes les mesures, identifier les trois courbes ci-dessus en ne justifiant que l'identification de la courbe donnant les variations de E bobine au cours du temps. On a ici trois courbes, une courbe en bleu, une courbe en rouge et une courbe en vert. On sait qu'à l'instant t égale à 0, I égale à 0. Alors, c'est le commencement de la décharge du condensateur dans la bobine. Si I égale à 0, alors 1 demi LI au carré est aussi égal à 0. Donc, l'énergie emmagasinée dans la bobine initialement est nulle. Donc, la courbe qui commence de la valeur 0 à l'instant t égale à 0 correspond à la courbe de E bobine. Donc, c'est la courbe en rouge numéro 2. Puisque à t égale à 0, on a I égale à 0. Donc, E bobine à l'instant 0 égale 0. Ce qui implique que la courbe 2 correspond à E bobine.
En ce qui concerne le condensateur, il était initialement chargé. Donc, son énergie initiale est maximale. Donc, ça correspond à la courbe en vert. Et par la suite, la courbe 3 correspond à l'énergie totale. Petit c, interprétez brièvement la décroissance de l'énergie totale de l'oscillateur électrique. On interprète la décroissance de l'énergie totale par les pertes par effet Joule à cause de la résistance de la bobine. La décroissance de l'énergie totale est due aux pertes par effet Joule. La suite et la fin de l'exercice 2. Grande 2, modélisation. Premièrement, petit a, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Pour cela, on va d'abord donner le schéma du circuit et appliquer la loi d'Emaille. Alors, en appliquant la loi d'Emaille, on trouve que UC plus UB égale à 0. On remplace UB par son expression et remplaçons I par C dUC sur dt et la dérivée de I par C dérivée seconde de UC sur dt carré. En divisant par LC, on trouve l'équation différentielle vérifiée par UC. Petit b, on déduire celle vérifiée par I de t. On sait que I, c'est C dUC sur dt, ce qui implique que chaque fois que j'ai dUC sur dt, c'est I sur C. Donc, la dérivée seconde de UC sur dt carré, c'est la dérivée par rapport au temps de dUC sur dt, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de I sur C. Donc, en remplaçant dUC sur dt par I sur C et la dérivée seconde par la dérivée de I sur C, je trouve la dérivée par rapport au temps de I sur C, c'est à la place de la dérivée seconde, plus R sur L. Au lieu d'écrire dUC sur dt, j'écris I sur C. Ça sera donc RLCI plus 1 sur LC UC égale à 0. Ceci devient, en arrangeant cette expression, c'est 1 sur C, la dérivée de I par rapport au temps, plus R sur LC I, plus 1 sur LC UC égale à 0. Je dérive cette expression. Je vais l'appeler l'équation 1. Donc la dérivée de ça, ça me donne 1 sur C, la dérivée seconde de I sur dt au carré, plus R sur LC, la dérivée de I par rapport au temps, plus en fin de compte, 1 sur LC, la dérivée de UC par rapport au temps. Tout ça égale à 0. Or, dUC sur dt n'est autre que I sur C. Donc, mon expression devient 1 sur C dérivée seconde de I par rapport au temps, dt carré, plus R sur LC dI sur d de t, plus 1 sur LC carré fois I. Tout ça égale à 0. En multipliant le tout par C pour éliminer le 1 sur C ici, l'équation différentielle finale devient la dérivée seconde de I par rapport à dt carré, plus R sur L dI sur dt, le C se simplifie, plus en fin de compte 1 sur LC fois I. On remarque que l'équation vérifiée par I est de la même forme que l'équation vérifiée par UC. Deuxième question, montrer que l'énergie totale du circuit ne se conserve pas. Pour montrer que cette énergie ne se conserve pas, on va la dériver. D'abord, écrivons l'expression de l'énergie totale. C'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur,
plus une énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. C'est 1 demi CUC au carré plus 1 demi LI au carré. Je dérive cette équation-là, ça veut dire la dérivée de E total par rapport au temps égale le UC et le I se comportent comme des fonctions en mathématiques. Donc la dérivée de UC au carré, c'est 2 fois UC dérivée de UC. Donc ça donne 1 demi C de UC fois DUC sur DT plus 1 demi L 2 fois I la dérivée de I. Je remplace I et D de I par leur expression en fonction de UC et je trouve D de E total sur DT. Les deux ici se simplifient. Il me reste premièrement C UC D UC sur DT plus le 2 se simplifie aussi. L, au lieu d'écrire I, je vais écrire C DUC sur DT. Au lieu d'écrire DI sur DT, ça fera C dérivée seconde du UC. C avec le C, ça donne C au carré. Et ça, c'est la dérivée seconde du UC sur DT au carré. Je peux factoriser par LC carré DUC sur DT. Donc, la dérivée de E total par rapport au temps est égale. En factorisant par ce terme, il me reste la dérivée seconde du UC sur DT carré plus, il me reste de l'autre terme 1 sur LCUC. Le terme entre parenthèses, on va le déterminer à partir de l'équation différentielle. On constate que la dérivée seconde du UC sur DT carré plus 1 sur LCUC, ce terme-là, égale à moins cette expression. Je fais passer cette expression de l'autre côté. J'obtiens le terme qui est entre parenthèses ici. Elle est égale à moins R sur L DUC sur DT. C'est moins R sur L DUC sur D de T. Donc, je déduis que D de E total sur DT, elle est égale. Le L se simplifie avec le L. Il me reste C au carré fois D UC sur D de T multiplié par encore D UC sur D de T, c'est-à-dire D UC sur DT, le tout au carré, fois le moins R. Or, C D UC sur DT, c'est I. Donc, au carré, ça donne moins R I au carré. C'est la fin de cette séance d'exercice. Et à la prochaine séance. Que E total ne se conserve pas. Elle diminue à cause de la résistance de la bobine. Troisième question, si la bobine était idéale, c'est-à-dire une bobine pure, ça veut dire que sa résistance, elle est supposée nulle. Que peut-on dire des oscillations? Comment qualifie-t-on le régime d'oscillation? Comment est l'énergie totale de l'oscillateur? Lorsque la résistance, elle est égale à 0, les oscillations sont des oscillations libres non amorties, puisqu'il n'y a pas de terme R qui va amortir les oscillations. Donc les oscillations sont libres non amorties. Comment qualifie-t-on le régime d'oscillation? Le régime est dit régime sinusoïdal. Alors dire que le régime est sinusoïdal veut dire aussi qu'il est périodique. Comment est l'énergie totale de l'oscillateur? Puisque la résistance est nulle, cette dérivée sera égale à 0 et l'énergie totale se conserve, puisqu'il n'y a pas d'effet Joule. C'est la fin de cette séance d'exercice et à la prochaine séance.